Bonjour à tous, bienvenue dans Mesaka, l'émission qui met en lumière les personnes qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain par leurs activités innovatrices, leurs activités inspirantes et qui sont aujourd'hui auprès de nous pour nous partager leurs visions, leurs objectifs, leurs challenges pour en inspirer plusieurs autres. Aujourd'hui, nous avons Guillaume Darnaudet avec nous, qui n'est autre que le CFO, l'actuel CFO d'Africrea devenu Anka et qui est aussi entrepreneur par ailleurs. Et nous sommes avec Marzouk également qui participera à cette émission. Bonjour Emma, bonjour Guillaume. Comment tu vas? Ça va et toi? Bon, ça va très bien. Okay. Est-ce que tu peux te représenter? Ok, alors moi c'est Guillaume. En fait, moi je suis né au Gabon. En fait, je suis franco-gabonais. Je suis né en 1985. Donc j'ai grandi entre la France et le Gabon parce que je suis franco-gabonais. Mon père était français, ma mère gabonaise. Elle est d'ailleurs en relation avec la famille. Et donc voilà, je grandis entre le Gabon et la France, et en fait, je reviens à mes 12 ans en France, définitivement, à Paris. Ma mère me rejoint quelques mois après, et je fais mes études à Paris, mais dans ma tête, très vite, très tôt, je me dis deux choses. Un, que je ne vais pas faire ma carrière en France, et donc, ayant grandi à Paris, très vite, tu te dis que si tu n'habites pas à Paris, tu n'habites pas la France, parce qu'il n'y a pas de reste. Ça c'est un, et deux, je me dis que je vais être entrepreneur. Sauf que je viens pas d'une famille très riche, et donc forcément en fait, quand tu veux entreprendre, il faut des fonds. Il faut des fonds pour démarrer. Et donc du coup, je me dis, il faut que je parte à l'étranger, que je parte en expatriation, que je fasse un maximum d'argent et surtout de capital, que je capitalise un maximum, pour pouvoir investir. Et voilà. J'étais en attente en fait pour partir en expat pendant 1 an en Guinée équatoriale. Okay. Mais à ce moment-là, en fait, en 2012, il y a des problèmes entre le fils du président et la France. Et donc, du coup, les visas pour les Français, c'était très compliqué. Donc, ça a mis quelques mois. En janvier 2013, je reviens de ma mission. Et là, j'ai eu mon visa enfin. Et ça faisait quand même 6 mois que j'attendais le visa. Et du coup, là, je repars dans la foulée en Guinée équatoriale. Je fais 1 an là-bas. Belle expérience, même si c'était un peu difficile, c'était un peu particulier, mais super parce que plein de jeunes. Plein de jeunes, j'apprends beaucoup. Pour le coup, je capitalise beaucoup en termes de travail, mais aussi d'argent, évidemment. Parce que pour la petite histoire, en fait, je suis parti en VIE d'abord. Et le VIE en Guinée équatoriale, c'est l'un des pays les mieux payés au monde. Tu peux rappeler juste VIE, c'est quoi? VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. Et donc, du coup, je fais 1 an là-bas, je rentre, et en fait, je vois Moulay, qui lui était déjà un peu embarqué dans Africrea à l'époque. Et lui et moi, ça faisait longtemps qu'on parlait déjà d'entreprendre. On se connaît, ça faisait déjà des années qu'on se connaissait. Et en fait, on a la particularité d'être nés le même jour. Pas la même année, mais le même jour. Et donc on avait l'habitude, on est devenus un peu potes par des amis, mais du coup on fêtait nos anniversaires ensemble pendant des années comme ça. On avait les mêmes groupes de potes, donc c'était des anniversaires en commun à chaque fois. Donc on était très proches, on parlait beaucoup de nos carrières, de ce qu'on faisait, d'entreprendre, etc. Lui, il était déjà lancé un peu dans Africrea. Donc je lui dis, écoute, en 2014, moi je rentre, je repars en expat, mais si un jour il y a besoin, n'hésite pas, moi je cherche à investir, tu le sais. Je cherche à me lancer, mais aussi à investir, je te connais. J'aime bien le projet, j'aime beaucoup le projet. Donc là, je repars en expat en Côte d'Ivoire, cette fois-ci. Donc je quitte Vinci, je vais travailler pour une boîte qui s'appelle Razel. Là, on est en avril 2014. J'arrive en Côte d'Ivoire et là, je suis en expat. Je suis plus en VIE, je suis en expat. Donc, je gagne bien ma vie. Là, le plan se déroule. Ça se passe très bien dans ma boîte, etc. Donc, 2 ans après. Donc là, je fast forward un peu. On est en mars 2016. Donc là, il m'appelle. Il me dit, écoute, tu te rappelles, tu m'as dit ça, machin. Est-ce que tu es toujours chaud? On a besoin de lancer en fait l'Africa. On a besoin de temps. Et est-ce que tu es toujours chaud pour investir en fait? Et donc je lui dis bah ouais carrément. En fait c'est comme ça que j'entre officiellement dans le projet Africrea à la base. Je deviens primo-investisseur, avec un autre pote à nous aussi qui investit en même temps. Et du coup je suis primo-investisseur de ma propre boîte en fait aujourd'hui. Et donc j'investis en mars 2016, on lance le site. Et en juillet 2016, en fait, on se revoit et là, en fait, il me dit écoute, on est 3 et on voudrait que tu nous rejoignes sur le 4e, sur cette partie-là, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Et voilà, et depuis je suis dans l'aventure Anka, enfin l'Afrique qui est du Anka. Un point justement là-dessus qui voulait soulever. Effectivement, je voudrais savoir en fait pourquoi Anka, pourquoi avoir, je ne sais pas si Africrea a été délaissé ou pas, ou c'est juste Anka, c'est peut-être un portefeuille de marque qui derrière a peut-être plusieurs autres marques, je ne sais pas pourquoi. C'est une très bonne question. En fait, non, Africrea fait partie de Anka. Alors je m'explique, on démarre, donc, comme je vous ai dit, en 2016 avec Africrea, la marketplace, qui part d'un constat qui est que il y a beaucoup de. En fait, il y a deux choses. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup en fait, de créateurs, de créatrices, on parle de féminin chez nous, parce que c'est un business de femmes, donc il y a beaucoup de créatrices en fait, de mode, mais pas que, en Afrique. Et il y a beaucoup de demandes en fait en Occident. Et là, je parle d'Occident en général, donc c'était la France notamment, parce qu'on était en France et nous on constate en France, mais c'est aux États-Unis partout. C'est encore plus aujourd'hui, mais à l'époque déjà, en 2016. Et donc du coup, on se dit, bah, il n'y a pas de plateforme en fait qui fait le pont entre les deux, entre l'offre et la demande. En fait. Donc il y a quelque chose à faire. L'autre chose, c'est que tous les quatre, et j'ai donné mes origines, on est tous, donc là il est franco-malien, enfin il est malien et franco-malien. Mais en fait, on est tous les quatre originaires d'Afrique, on a tous des origines, des points d'attache avec l'Afrique. Okay, soit on a grandi totalement, soit on a grandi en partie, soit voilà. Et donc en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que au-delà du constat qu'on a, c'est qu'on a tous la volonté, tous les quatre, avec des visions un peu différentes, mais qui se rejoignent, de développer l'économie africaine. Okay. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a deux façons de développer en fait une économie. Et le constat, d'abord, quand on dit on veut développer l'économie, c'est pas, on n'est pas meilleur que les autres. C'est juste qu'on constate que, en fait, en Afrique, et là, j'aime pas trop parler d'Afrique, hein, vous le savez, mais la réalité, c'est qu'en Afrique subsaharienne, mais même pas forcément que subsaharienne, mais majoritairement en Afrique subsaharienne, malheureusement, on importe plus qu'on exporte. Donc développer l'économie, c'est en fait être justement dans des économies où maintenant on va commencer à exporter des choses. Donc la question pour nous, c'est de savoir, ok, en quoi Africrea peut participer à ça. Et la réalité, c'est qu'Africrea participe à ça. On avait une vision déjà très long terme en disant, la seule chose qu'on a gardée et qu'on peut revendre au monde entier et que le monde entier veut, c'est la culture afro. Donc ça a commencé par la mode parce que c'était la chose la plus visible. La plus, voilà, qui shine et qui touche tout le monde en fait. Donc on commence par ça, mais la réalité c'est qu'on avait déjà la vision en cas quelque part, hein, d'accord, dès le départ. Pourquoi ? Parce que l'idée, je le répète, c'est d'exporter des produits, mais demain des services de l'Afrique vers le reste du monde. Et de développer du coup l'export, les économies du coup africaines. D'accord ? Donc ça c'est le projet, c'est la vision, c'était là depuis le départ en fait. C'est ce même pourquoi on a commencé à le faire. Donc, Africrea, en fait, on démarre, parce que comme j'ai dit, c'était le plus simple. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a deux façons de faire du capitalisme. Il y a la façon américaine, la façon chinoise, on va dire ça comme ça. C'est soit tu développes des produits à la façon américaine qui ont beaucoup de valeur ajoutée, donc des prix très hauts, et donc tu fais beaucoup de marge, soit tu as la façon chinoise, où en fait tu vends beaucoup de volume avec des marges beaucoup plus petites. Le truc, c'est qu'il faut avoir une capacité de travail qui est très importante. Et donc, on s'est très vite dit, bah, nous, vu qu'on a la culture à vendre et que de toute façon, on ne peut pas répliquer le modèle chinois, on va utiliser la culture. Et ce qui était très, on va dire, en corrélation avec ce que les États-Unis ont fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a 100 ans, il y a pile 100 ans aujourd'hui, les États-Unis, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un plan pour, je ne veux pas dire dominer le monde, mais en fait, pour vendre la culture américaine au monde entier. Donc c'est comme ça qu'ils ont inventé Hollywood et tout ce qui va avec en fait. C'est qu'ils se sont dit, pour faire très simple, si je veux vendre des produits, si je veux vendre un jean, il faut que je le mette sur Brad Pitt par exemple. Donc il faut que je fasse, tu vois ce que je veux dire, du cinéma, il faut que je vende tout un concept. Quand je vends un Apple, je m'appelle Steve Jobs, en réalité je te vends le concept californien, tu vois ce que je veux dire, je te vends le rêve en fait. Donc en fait, si tu veux vendre un produit à forte valeur ajoutée, il faut d'abord passer par une phase où les gens se disent porter un habit comme le tien, c'est stylé. La vision en fait de l'Afrique et de l'Africain devait changer et doit changer avant même de vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens doivent se dire, j'écoute du Burna Boy, c'est stylé. Je porte ça, c'est stylé. Et donc ils doivent en fait s'identifier à ce que toi tu es pour acheter tes produits, pour acheter tes services. Donc ça, c'est la vision africaine, c'est la vision Anka depuis le départ. D'accord. Et donc maintenant, pour venir à répondre
à la fin donc, à ta question, c'est que Africa, donc la marketplace, elle existe toujours, elle s'appelle Anka Marketplace. Okay. Mais en fait, Africa, on a démarré ça pour vérifier un postulat qui était qu'il y avait beaucoup plus de business, de services et de produits qui se vendaient depuis l'Afrique vers le reste du monde que ce que nous, on voyait à travers Africa. Parce qu'Africa, on n'avait pas dominé tout le marché. Donc il fallait développer d'autres services pour justement capter en fait les gens qu'on n'arrivait pas encore à capter à travers Africa. Tu vois. C'est comme ça qu'on a développé notre partenariat notamment avec DHL, tout ce qui est service de shipping. Et en fait, c'est moi qui m'en occupais à l'époque de développer les services. Et en fait, en fin 2019, début 2020, et donc là, on s'assoit, et en fait, on voit les chiffres, on se dit, mais 80% en fait de nos expéditions sont faites via des ventes qui sont hors Afrique. Là. Et 75%, voire 80% de notre chiffre d'affaires, au final, c'est le shipping aujourd'hui. Oh. Donc on se dit, il faut pivoter. Il faut devenir une SaaS. Donc une boîte maintenant qui commence à vendre des services, d'autres canaux de vente que la marketplace, parce qu'on se rend compte que si les filles, elles ne vendent pas à travers nous, et qu'elles expédient leurs commandes à travers d'autres canaux, c'est parce que ces canaux-là, ils ne sont pas chez nous. C'est ça. Donc on développe d'autres canaux, et en parallèle, on développe nos services. Donc le service de shipping, c'est commencer à offrir d'autres prestataires de shipping. Les canaux, c'est rajouter ce qu'on appelle le paiement direct aujourd'hui qu'on a. C'est-à-dire, en gros, c'est un lien de paiement que tu peux copier-coller sur tes réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que, en fait, les filles qui vendent ce genre de produits et même des services, etc., en Afrique, mais pas que, dans le monde aujourd'hui, la réalité, c'est qu'elles travaillent avec les réseaux sociaux. Oui, c'est ça en fait. Donc il fallait inventer un produit. En ligne, exactement. Il fallait inventer un produit qui corresponde à cette pratique, à cette façon de vendre en fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'en 2020, on commence à pivoter officieusement. On commence à tester le truc. Et en 2021, on travaille pour faire une levée de fonds série A, en fin 2021-2022, pour justement rebrander la boîte, passer de Africa Anka, développer le produit vraiment, donc recruter des gens, développer le produit, etc. Et en fait, ça a mis un petit peu de temps, mais on a fini par rebrander, comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux. Moi j'ai vu ça d'ailleurs avec Nana Wax qui avait posté une vidéo qui avait fait un peu le buzz, où elle disait en fait, quoi, Africa va fermer. Non, mais elle était dans le coup, elle était dans le truc. Donc, non, c'était top. Ok, du coup, si je comprends bien, Africa permettait de répondre partiellement à une demande qui existait. Exactement. Et du coup, Anka est venu, en fait, définir un processus plus complet de l'expérience client, qui est d'abord d'acheter un produit, si je peux dire, identifié à la culture africaine, ou tout ce qui est proposé comme service, mais s'assurer que derrière, tout ce qui est shipping, tout ce qui est processus de livraison se passe bien aussi, parce qu'avant c'était géré par des prestataires qui étaient un peu dispersés, mais là le fait de, disons quelque chose de faire entrer à la maison le processus de livraison, ça fiabilise aussi, je pense, la confiance des clients en se disant que si je commande sur cette marketplace, je suis sûr d'avoir ce que j'ai commandé. Exact, il y a ça, exactement, les délais de livraison réduits, tu es sûr d'avoir ta commande, les moyens de paiement aussi qu'on a agrégés, ça, exactement, enfin bref, c'est tout ça en cas. Voilà. Guillaume, je sais que du coup tu es très dédié, très dédié donc à Anka désormais, en tant que CFO, mais je sais aussi, de par nos échanges, que tu as d'autres projets aussi entrepreneuriaux, donc je comprends que maintenant la fibre entrepreneuriale, ça y est, toi tu reviens plus du tout, en entreprise pour être salarié, soit, parce que ce que j'aimerais savoir c'est, qu'est-ce qui te drive au quotidien? Qu'est-ce qui t'amène à te dire, ok, je veux me lancer, je veux entreprendre? Est-ce que c'est ce que tu as dit au départ en introduction, j'avais envie de m'en sortir, j'avais envie d'apporter plus et j'avais besoin d'argent pour ça, et donc du coup c'est cette quête finalement de sécurité financière, ou est-ce que c'est plutôt une passion, ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui te drive? C'est une très très bonne question. Franchement, moi ce que je peux vous dire, c'est que tous les quatre avec des associés d'Anka, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par pas mal d'entrepreneurs en règle générale avec qui moi j'ai pu échanger ou même d'autres, c'est que en fait on a tous deux choses. Une vision du monde un peu particulière, je pense. Comme on dit souvent, on n'entreprend pas par choix, soit parce que souvent on n'a pas d'argent, c'est 90% des entrepreneurs,
dans des pays en voie de développement ou autres qui se lancent parce qu'ils n'ont pas eu accès aux études ou autres, il faut s'en sortir, soit parce que tu as une vision du monde qui est différente, et donc du coup tu vas au travail, par exemple c'était le cas de Lai, de moi, de Cabri, de Luc, etc. Tu vas au travail et en fait, tu te rends compte que tu es un peu néo dans la matrice, c'est-à-dire que tu n'es pas à ta place. Tu te dis, mais c'est bizarre en fait, tu sais, je suis là mais je comprends pas en fait. Et puis l'autre chose, c'est d'être adapté en fait aux réalités locales. D'accord, donc pour résumer, tu as dit éducation slash formation, clairement. Ça, t'en as besoin, c'est les knowledge base vraiment basiques pour pouvoir évoluer avec les autres à l'extérieur, pour pouvoir comprendre ce qu'ils racontent. Et l'adaptation en fait de ces technologies, de tout ça, à nos cultures, à ces cultures. Je vous posais une question, si tu devais nous donner une citation ou un proverbe qui te décrit ou que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs, tu dirais quoi? C'est une bonne question. On nous demande, enfin, c'est quelque chose qu'on fait aussi chez Ankar. En fait, on fait ce qu'on appelle un user manuel où tu expliques, c'est pour faciliter en fait la communication entre tout le monde, où chacun vient et il explique tout un tas de choses. En gros, comment il fonctionne, qui il est, et qu'est-ce qu'il a besoin ou pas pour communiquer avec les autres. Et en fait, tu peux rajouter une citation en haut en fait, de ce user manuel pour dire voilà qui tu es, qu'est-ce qui te définit. Et cette citation pour moi, c'est connais-toi toi-même. Ok. Connais-toi toi-même. Pour moi, ça part de là. C'est-à-dire que si tu te connais pas, tu peux pas. Si tu sais pas le pourquoi tu fais les choses, pourquoi quelqu'un d'autre fait les choses, tu n'as rien. Pourquoi les gens font quelque chose, c'est ce que tu dis? Ouais. Comprendre pourquoi. Pourquoi, ouais. Quand tu emploies quelqu'un. Pas de ce que toi tu fais, mais de ce que l'autre fait. Pareil, toi d'abord, connais-toi toi-même, toi. Ensuite, essaye de comprendre l'autre de là. Et essaye de comprendre l'autre. Ça, c'est une vérité dans un couple. C'est une vérité dans ton entreprise avec les employés que tu vas embaucher. C'est une vérité en amitié, partout. C'est connais-toi toi-même. Chacun devrait apprendre à se connaître. Je pense que là, on a touché une partie qui peut ne pas être plaisante, mais bon, je pense que c'est propre à chacun. Je pense que parfois, il y a des personnes qui disent que l'entrepreneuriat ne rime pas toujours avec la vie de couple, la vie de famille. On a déjà eu des situations qui sont présentées devant nous où il y a eu des grands entrepreneurs qui ont très bien réussi sur le plan entrepreneurial, mais finalement sur leur vie de couple ou leur vie de famille, soit ils ont multiplié les divorces, ou soit ils ont souvent eu des complications, des difficultés, sans citer de nom, que ce soit en Afrique ou même aux États-Unis. Je voudrais savoir en fait, selon toi, est-ce que le partenaire de vie qu'on choisit doit partager notre vision au niveau de l'entrepreneuriat? Et éventuellement, est-ce que tu penses que la vie de couple et l'entrepreneuriat, ça fait bon ménage ou pas? Moi, je dirais que, alors déjà, je vais répondre à la fin, enfin, ta deuxième question. Non, la personne n'a pas besoin de partager ta vision. Franchement, je pense que d'ailleurs, maintenant, plus je vieillis, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Tu restes jeune. Plus tu prends de l'âge. Plus je prends de l'âge, plus je me rends compte que les couples qui sont très différents et complémentaires, ça marche mieux sur le long terme. Mais franchement, qu'elles ne partagent pas la même vision, tu vois, c'est pas le problème. Maintenant, je dirais que c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que ça joue sur le couple, mais en même temps, ça joue pas. Je vais prendre l'exemple, alors je vais commencer par le fait que ça joue pas. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des enfants. Tu vois, on dit souvent, les enfants, c'est challenging et tout, tu vois, pour un couple. C'est vrai, mais je pense que c'est faux surtout sur le fait que si tu sais pourquoi tu fais un enfant, si tous les deux, vous savez pourquoi vous faites un enfant et que vous êtes un couple solide, c'est un challenge, mais comme tout dans la vie, tu vois, vous allez vous en sortir en fait. Maintenant, si vous êtes un jeune couple, je caricature un peu, mais pour aller vite, vous êtes un jeune couple, vous ne connaissez pas trop, vous savez pas trop pourquoi vous le faites, ça tombe un peu comme ça, et vous dites bon, on garde, statistiquement, ça va être beaucoup plus dur. Tu vois, là, ça va plus être des challenges, ça va être... voilà. Donc en fait, si tu sais pourquoi tu es entrepreneur, que tu le connais vraiment, que tu expliques ça à ton partenaire de vie ou à ta partenaire de vie, qu'elle te comprend, il n'y a pas de problème. Il y aura des challenges, forcément, mais ça va bien se passer. Maintenant, là où ça joue, là où c'est vrai par contre, c'est que pour être entrepreneur, en tout cas à succès, etc., si tu veux faire un truc quand même sérieux, un minimum, la réalité, c'est que ça demande un temps et une énergie assez incroyable. Et ça, tu peux pas y couper en fait. Donc, il y a des moyens en fait de comment dire ça, de contourner ça. C'est en coupant
avec un certain nombre de choses à côté. En gros, là, nous, on a un article qu'on partage à tous nos employés, en fait, qui intègrent l'entreprise et auquel nous-mêmes on répond de façon périodique. C'est l'article qui a été fait autour de Randy Zuckerberg, la sœur de Mark Zuckerberg, qui explique qu'en fait, si tu veux être entrepreneur ou dans la vie en général, tu peux pas. Il y a 5 choses sur lesquelles il faut te focus, mais tu peux pas avoir les 5 en même temps. À savoir le sport, en fitness, santé, le sommeil, la famille, les amis et le travail. Donc développer un business, les amis, la famille, la santé, et le sommeil. Tu peux pas avoir les 5 en même temps, tu vois. Donc il faut en choisir 2 ou 3, max. Idéalement 2, mais pas toute ta vie, c'est par période. C'est-à-dire que par exemple, pendant un moment, si tu es très fatigué, tu vas te refocus sur le sommeil. Je te donne un exemple, tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, comme on a lu ça, on a compris ça, la réalité, c'est que si tu veux garder ta famille, qui est un des 5, et que tu rajoutes ta boîte dedans, C'est trop de choix. et peut-être tu vas prendre sommeil, mais ta famille et les amis, Ça peut prendre. enfin ta famille, non, d'ailleurs j'ai dit famille, Déjà. mais ton fitness, ta santé va prendre un coup. Les amis vont prendre un coup. Ça, c'est la réalité. C'est pour ça que tu vas avoir un Elon Musk qui n'est pas forcément fit, qui n'a pas forcément beaucoup de potes. Je prends un exemple extrême, mais c'est la réalité. C'est qu'à un moment donné, si tu veux garder ta famille, il faut que tu coupes avec quelque chose. Parce qu'en fait, le niveau d'exigence, je crois que c'était LeBron James qui en parlait, qui disait que oui, tu vas te couper de ta famille, tu vas devoir sacrifier un minimum ta famille. Bill Gates aussi, après plusieurs années de mariage, a dû se séparer. C'est vraiment ça, c'est la réalité. Et je pense que pour contourner ça, aussi. Hein. il y en a qui Faut quand même, je pense, faut pas faire C'est pas pour des peur. exactement. Il y a des entrepreneurs qui sont. Mais il faut parler du tout. Il y a d'un côté aussi, donc je pense que c'est propre à chacun. Et C'est propre à chacun. Il y a le facteur chance. La capacité de chaque personne à gérer sa vie sur ces problématiques-là, je pense que c'est vraiment une intuition personnelle. Mais pour répondre à ta question, ça dépend de à quel point tu te connais et à quel point tu partages en fait qui tu es toi à ton partenaire ou à ta partenaire. Ça c'est un. Et deuxième chose, c'est à quel point tu es capable de prioriser ta famille et de laisser en fait un certain nombre de choses de côté pour ta famille. Parce qu'à un moment donné, tu vas aller au travail, tu vas rentrer, il va falloir que tu sois avec ta famille. C'est tout. Et tes amis, tes fitness, tes trucs, il va falloir laisser pendant un moment. Quoi. Voilà. Donc je pense que c'est à quel point tu vas pouvoir prioriser. C'est les deux choses. Guillaume, nous avons reçu une question d'un de nos abonnés qu'on va te faire écouter et on aimerait bien avoir ta réponse par rapport à cette question. Bonjour Guillaume, je m'appelle Thomas et j'ai 2 questions à te poser. La première est, quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes entrepreneurs africains qui débutent dans leur aventure entrepreneuriale? Et la deuxième est, quelle est ta vision par rapport à l'avenir de l'entrepreneuriat en Afrique et quelles tendances émergentes te semblent les plus prometteuses? Se poser les bonnes questions, c'est-à-dire quels sont les problèmes des gens en fait. C'est pas ton problème que toi tu as identifié ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que tu identifies chez les gens, dans ton marché, dans ton pays, etc. Ou potentiellement dans un autre pays que tu as visité, où tu te dis bon, il y a quelque chose à faire. Et versus, encore une fois, le timing, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont marcher peut-être dans 5 ou 10 ans, notamment en Afrique, et que je peux voir, que je peux en apercevoir, mais aujourd'hui ce serait un peu précipité par exemple. Donc quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, c'est se poser une bonne question, bien comprendre son métier, encore une fois. C'est quoi être entrepreneur et bien identifier le timing de ce que tu veux faire, quoi. Donc vraiment c'est ça de manière générale et notamment en Afrique. Alors on va clôturer cette première partie de cet échange. Merci beaucoup Guillaume. Je pense que Marzouk et moi avons été très contents d'échanger avec toi. Surtout que tu ne parles pas beaucoup, tu ne t'exprimes pas beaucoup par rapport à Anka, donc c'est bien, et par rapport à toi-même. Donc je pense que beaucoup de gens vont découvrir Guillaume Darnaudé au travers aussi de cet échange. Merci pour ton temps, ta disponibilité et puis ta sympathie. Hein. Voilà, il y a quelque chose chez nous qu'on fait.
Ouais. Qui est très représentatif de Mesaka. Comme on l'a dit, Mesaka, en maoré, ça signifie bâtir la maison, bâtir des fondations voilà, d'une maison. Et nous, on aimerait bien voir une Afrique qui rayonne, en fait, qui continue de rayonner et qui catapulte. Donc, on estime que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et les clés que tu nous as partagées, j'espère qu'elles inspireront d'autres personnes qui pourront derrière se donner aussi l'envie et le courage, surtout, d'avancer dans ce sens. Nous te présentons à notre rubrique que nous te demandons de bien vouloir dédicacer, de ce que tu veux et de laisser une question également au prochain invité. Que je laisse une question. Qu'il ne lira qu'au moment de son échange. Wow. Merci Guillaume pour ton temps, ta disponibilité, ta gentillesse. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé tes clés, Mesaka, ta vision et tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. J'espère que ça va en inspirer beaucoup d'autres. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Action_Mesaka sur Instagram, Spotify et YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.